Voilà, donc merci Sylvain pour cette présentation. On va commencer les questions. Donc la première que j'ai notée, au vu de votre exposé, faut-il revenir à la politique des grands ensembles? Non, du tout. Non, il n'y a aucune nécessité. Enfin, on sait qu'on a une question de densité. Enfin, je vais faire bref là-dessus. On a évidemment une question de densité au sens d'efficacité de l'aménagement qui est posée. Et on sait aussi que les grands ensembles, pour le coup, ne répondent pas à ça. C'est-à-dire les grands ensembles avec tout l'espace dégagé qui nécessite au pied. Dans ces formes urbaines très, très marquées, au-delà des dérives qu'il y a pu y avoir, c'est une forme qui est faiblement dense, qui est notamment beaucoup moins dense que, par exemple, du logement individuel à 1, 2 étages accolés, etc., etc. Donc, faut pas confondre la nécessité d'une densité, quelque part, donc d'une efficacité de l'aménagement avec une forme urbaine particulière, et notamment celle-ci. Le passage à la hauteur est souvent contre-productif en termes de densité. Passer un certain seuil, on a trop de contraintes à mener autour. Et puis l'autre point, c'est que la question de la densité est souvent liée au nappe de parking, donc à la place donnée à la voiture. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important. Donc bien séparer les processus de fabrication, les enjeux d'efficacité de l'aménagement, et d'un côté la forme urbaine, et puis la question du bâti d'un côté, alors que bien souvent, c'est plutôt le parking qui est dimensionnant. Merci. Alors, je vais te poser une question, je pense, qui regroupe plusieurs questions donc autour des aspects économiques. Donc, on a une question qui parle de l'effet du prix du logement, une autre qui parle de problème de coût. Le foncier agricole est beaucoup moins cher que le foncier urbain, et d'autres qui parlent éventuellement de nouveaux instruments de régulation économique. Donc, quel est ton avis sur ces questions-là? Alors, il y a plusieurs, on a plusieurs strates en fait dans l'analyse économique du processus d'étalement urbain et ou de fabrication de la ville sur la ville, mais globalement dans ce qui compose le prix in fine du bien. La première, c'est le prix du sol agricole. Aujourd'hui, le sol agricole, il est peu cher en France, beaucoup moins cher qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, alors qu'on n'a pas les mêmes tensions sur les marchés, notamment par rapport à l'Allemagne. Ça témoigne, quoi qu'il en soit, d'une forme de désaveu de la fonction agricole, et on considère que c'est un sol facile qui a peu de valeur, et notamment à aucun moment on intègre dans ce prix d'acquisition, ce 1 euro par mètre carré, la valeur écosystémique du sol, c'est-à-dire sa capacité à apporter une production alimentaire donc vitale pour nous. Donc ça, c'est pas dans l'équation économique, ça n'apparaît pas, et on a vraiment peu de mécanismes qui viendraient taxer les plus-values associées à tout ça. Il y en a, mais à des niveaux très faibles et qui sont globalement indolores sur les opérations d'aménagement. Moi, je demande à l'instauration d'une forme de taxe carbone, d'une taxe artificialisation sur le sol, c'est-à-dire un prix fixe qui soit rajouté au mètre carré agricole, de façon à ce que tout à coup, le foncier agricole ne soit pas un bien qui ne coûte rien, qui est une ligne relativement anecdotique finalement dans l'équation globale de l'aménagement, mais qui y prenne une valeur, et donc qu'il y ait une valeur comparée par rapport à du foncier urbain. Le foncier urbain à côté, il est soumis à deux choses. Il est soumis à des enjeux, à des questions de marché et donc de spéculation. Alors, qui touche finalement peu de territoires, un très faible pourcentage du territoire français, puisque c'est à la fois dans les zones urbanisées dites attractives. Donc c'est peu le cas dans beaucoup de secteurs, sur lesquels on a des phénomènes d'emballement qui sont une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris pour les voisins qui ont une sensation de richesse parce qu'ils ont vu que leur maison avait pris 10% dans l'année. Sauf que le jour où ils veulent déménager ou le jour où leurs enfants veulent emménager, eux aussi, ils ont pris 10%. Donc, c'est une sensation de richesse qui est fausse pour pratiquement tout le monde, sauf quelques opérateurs qui rentrent et qui sortent. Donc, ça, c'est du mouvement spéculatif. Moi, mon regard là-dessus, c'est que
au-delà d'un certain nombre de biais spéculatifs qui font que dans très peu de métropoles, hein, mais dans certaines métropoles, on a vraiment de l'argent qui tourne et qui vient se poser là, absolument pas pour que les biens soient utilisés, voire au contraire. C'est plus facile de vendre un immeuble vide qu'un immeuble plein. Hein. Voilà, au-delà de ces éléments-là qui ne touchent que quelques métropoles mondiales et très peu de villes en France, on a clairement loupé le coche là-dessus sur un certain nombre de territoires. Il faut construire mieux, il faut construire différemment, très clairement, mais il faut construire pour répondre aux besoins des habitants. Il faut aussi contraindre un certain nombre d'évolutions de marché qui derrière sont liées notamment à la sortie du marché locatif d'un certain nombre de biens, notamment via Airbnb, c'est-à-dire qu'on transforme des logements locatifs qui correspondaient notamment à des besoins de ménages modestes et ou d'étudiants dans un certain nombre de communes. On les transforme en chambres d'hôtel, donc on les sort du marché résidentiel et ça a des impacts vraiment significatifs. Aujourd'hui, on a évalué à l'équivalent de 12 à 18 mois de production de logements à Bordeaux, le stock immobilisé par Airbnb. Hein, donc ça veut dire que tout à coup, si on remettait sur le marché le stock immobilisé par Airbnb sur Bordeaux, on aurait une respiration de plus d'un an sur la production. Une ville comme Bordeaux, par exemple, on a globalement 5000 ménages qui arrivent tous les ans, qui ont besoin de logements locatifs, et aujourd'hui, la production, c'est 3000. Donc, on est structurellement sur des déséquilibres de marché parce qu'on ne construit pas assez, qui viennent trouver les choses. Et après, par contre, à la fin de tout ça, très clairement, faire la ville sur la ville restera plus cher qu'étaler la ville. Pourquoi? Parce qu'on a les erreurs du passé, le bâtiment qui est devenu obsolète, mais aussi la pollution de sol, aussi la présence d'amiante, par exemple, dans un bâtiment qu'il faut déconstruire. Tout ça, ça a un coût qui est extrêmement significatif. Et ça, c'est des coûts qui doivent être aussi aidés, associés par l'État. On a un certain nombre à militer pour une TVA réduite sur la déconstruction, le désamiantage, la dépollution. Pourquoi pas? Ça viendra améliorer les bilans, mais ils seront toujours déficitaires, en tout cas moins favorables que l'étalement de la ville en périphérie. Et ça, faut l'admettre. Et donc oui, on va construire moins. Et ça, ce sera une des logiques de tout ça. Mais ça tombe bien, on a énormément de place partout et beaucoup de bâtiments sous-utilisés. Merci. Deux questions qui se rejoignent également autour des effets du Covid. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec ce qui s'est passé, il y a une tendance à retourner à l'extérieur de la ville pour avoir des logements individuels, des espaces ouverts. Et donc, finalement, ça ne va pas dans le sens de la ville sur la ville. Alors, moi, j'essaie de… Il y a un biais important là-dessus, c'est qu'on a eu beaucoup de publications, beaucoup d'articles, etc., dont en général, les sources de données, c'est les statistiques de visite du site sologer.com. En termes d'appui scientifique, c'est assez léger. Ou alors, c'est l'avis de l'agent immobilier qui a été interviewé par le journaliste Le Matin. Donc, autant vous dire que c'est aussi fiable que de demander au taxi son avis sur la géopolitique mondiale. Donc, si on sort de là et qu'on essaie de poser simplement des constats assez stables, on s'aperçoit déjà que ce fameux exode urbain qui a été qu'on a vu au premier confinement, alors on l'a pas encore analysé sur le deuxième, était finalement beaucoup moins marqué qu'on ne le croit, puisque en fait tout le monde, une fois de plus, quand on parle de ville, pense à Paris et regarde Paris. Alors Paris a perdu un quart de ses habitants, sauf qu'un quart de ses habitants, c'est essentiellement des touristes et des provinciaux qui sont là pour le travail. En fait, Paris a perdu 10% de ses habitants, ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien, ce qui est significatif. C'est absolument pas un mouvement qu'on a vu dans d'autres communes. Et quand on reprend dans ces gens qui ont déménagé pour le confinement, qui ont changé de résidence principale, donc on sort des touristes, des professionnels qui bougent, etc. En fait, on s'aperçoit qu'un tiers d'entre eux sont des étudiants.
Et ma grande surprise sociologique, c'est que mes étudiants, pour la plupart, sont allés se confiner chez leurs parents, ce qui est la dernière des choses que j'aurais fait à leur âge. Mais ça, c'est une question de passage de génération. Donc, une fois qu'on a passé ça, donc il n'y a pas eu un exode fondamental. Ensuite, quand on interroge les gens, ils disent qu'ils veulent vivre à la campagne, avec un grand terrain, un jardin, etc. Je vais vous dire un secret, si on interrogeait les gens et les Français aujourd'hui, ils diraient qu'ils veulent vivre dans un château, mais on leur demande pas. Il faut dissocier entre j'ai envie, j'aimerais bien pouvoir et je peux et je fais. Donc cette question du passage à l'acte, elle est liée aussi aux questions d'accès à l'emploi, etc., qui font que la ville est la ville. C'est-à-dire que la ville, c'est de la densité. Donc c'est du frottement et donc c'est la multiplication des opportunités. Si vous perdez votre emploi, vous pouvez en retrouver un parce qu'il n'y a pas une grande entreprise, il y en a des dizaines. Donc il y a la question du choix résidentiel qui n'est pas du tout évident. Donc attention, attention à ces éléments-là. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont très clairs. Le besoin de végétal, le besoin de nature dans la ville, et notamment l'absurdité de l'interdiction des parcs. Et vous voyez bien que là, au deuxième confinement, les parcs sont ouverts. C'est une méconnaissance complète. Il faut vraiment être préfet pour pas comprendre que le parc public fait partie du logement urbain. C'est une extension naturelle du logement urbain. Il rend le logement contraint, l'appartement vivable, parce qu'on peut en sortir. Ça veut dire aussi qu'on s'est aperçu que nos espaces publics et nos rues, notamment, pouvaient être des espaces de jeu, des espaces créatifs, des espaces viables. On pouvait éventuellement entendre les oiseaux. Justement, on en avait besoin. Donc, très certainement qu'il faut faire la ville autrement. Et puis, c'est pas la ville, une fois de plus, où on pense à Paris. Et quelque part, quitter Paris n'est pas quitter la ville. Quitter Paris, c'est un réflexe sain. Donc, j'invite tous les Parisiens à quitter Paris. D'ailleurs, ils le font, ils n'ont pas besoin de mon appel. Ils sont nombreux à le faire, ne serait-ce que par l'explosion des valeurs. Le meilleur moyen de quitter Paris, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants. C'est juste plus possible avec des salaires, des salaires normaux ou sans avoir fait une acquisition il y a 20 ans. Et on voit bien que ça peut se transformer aussi dans un regard autre, un regard différent sur les villes, notamment ces métropoles régionales, notamment ces villes moyennes, ces villes dites moyennes qui ne sont pas sur la carte des métropoles, mais qui sont pas si loin, et qui peuvent éventuellement redevenir attractives. Attention, pour certains emplois, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un tiers de la population qui peut travailler, qui peut télétravailler. Voilà, la France n'est pas peuplée que de cadres supérieurs qui peuvent travailler sur Zoom n'importe où en France, non. Il y a un outil de travail qui doit être présent, il y a du commerce qui doit être présent, etc., etc. Donc, il y a des éléments de proximité qui sont nécessaires. Donc, certaines villes peuvent peut-être trouver leur carte à jouer. Le problème, c'est si le fameux exode urbain, en fait, n'est pas un exode vers la campagne, qui n'est pas possible. Donc, il y a une spatialisation théorique qui a été réalisée par une chercheuse qui est très intéressante, qui montrait l'absurdité environnementale, notamment, du fait de tous quitter la ville pour aller à la campagne et la transformer donc en ville de fait des densités. On est juste plus nombreux qu'avant. Ça, c'est un fait. La question, c'est et si tout ça se résume en exode vers le périurbain? Et là, on vient accentuer, on risque d'accentuer ce qu'on vient de voir. Donc oui, enfin, ça pose des attention, les mouvements ne sont pas engagés. Prenons le temps de les analyser, prenons le temps de les comprendre. On a un impact Covid, on a aussi un impact économique, et les gens font aussi des choix clairement en fonction de ça, et heureusement. Il ne faudrait pas en effet que le tous à la campagne se résume à tous vers le périurbain, même si le périurbain a vraiment un avenir, et notamment dans sa réinvention. Je le disais tout à l'heure, on a un taux de logement sous-utilisé qui est extrêmement important dans le périurbain. Donc ça veut dire que c'est autant de logements qui sont sous-occupés, et qui peuvent servir aussi à d'autres, sur lesquels on peut avoir des mouvements de population, notamment entre générations, et des personnes plus âgées qui ont plutôt besoin d'être en ville, dans des petits logements complètement accessibles, à proximité des services, à proximité de la dynamique urbaine, notamment pour éviter l'isolement, pour être proche des services médicaux, etc., et qui peuvent libérer des maisons. Elles peuvent, qui sont déjà construites, qui sont déjà dans le périurbain, et qui elles peuvent être utilisées par des jeunes ménages. Tout ça est très intelligent à partir du moment où on reste sur l'emprise existante. Il y a une vraie capacité de ce périurbain à faire ville finalement. Alors, question suivante.
Le modèle circulaire que tu envisages, est-ce que ça ne conduit pas forcément à des tailles de ville plus faibles que les grandes métropoles actuelles? Alors, quand je dis ville, c'est l'urbain au sens général. Donc, j'inclus finalement aussi dans ce circulaire. Alors, le modèle circulaire, il va prendre des formes très différentes en fonction de la typologie urbaine dans laquelle on est. Hein. Typiquement, c'est à la métropole d'accueillir les siens, donc d'inventer un moyen de loger des infirmières, par exemple, hein, sans qu'elles aient une heure de route et ou de RER pour venir travailler à l'hôpital. Alors, ça n'empêche pas d'augmenter les salaires des infirmières, mais aussi d'avoir un logement qui soit accessible à les loyers normaux, et y compris à des familles. Ça, c'est pour la métropole. Pour le périurbain, il y a une capacité aussi à se réinventer, à se densifier, mais la ville moyenne aussi peut s'inventer, et le rural aussi doit se trouver un modèle de développement qui lui est propre, hein, et qui n'est pas nécessairement un modèle qui passe par la croissance, hein, parce qu'aujourd'hui, on a développement égale croissance de la population. On a un impensé en France, c'est la décroissance de la population, ce qui est le fait historique, hein, de bon nombre de communes, y compris des grandes. Hein, donc, on ne sait pas penser la décroissance, c'est-à-dire faire projet sans que ce soit nécessairement un projet de retour à un âge d'or passé, etc. Donc, est-ce que ça réduit la taille de la ville? À certains endroits, oui, peut-être, en effet. En tout cas, c'est plutôt se dire qu'aujourd'hui, on a suffisamment urbanisé, en tout cas en France, et que donc, dans la plupart des cas, que sauf exception, on doit d'abord taper dans le stock existant, c'est-à-dire tout ce foncier disponible, tous ces bâtiments pas assez utilisés, toutes ces friches qu'on peut recycler, etc., avant d'aller s'étaler. Et qu'après, dans certains cas, notamment dans les secteurs les plus dynamiques, hein, il peut y avoir des formes d'étalement, mais qu'une fois qu'on a vraiment tout mobilisé, et là, il doit être conscient, c'est-à-dire qu'il doit notamment être extrêmement efficace, il doit amener, au niveau spatial, il doit amener d'autres modes de déplacement que la voiture, etc., etc. Donc, je ne pense pas que ce soit en soi une réduction de la taille de la ville. Je ne pense pas que ce soit possible. Une fois qu'on a un usage urbain, ça reste peu ou prou un usage urbain. La question de la renaturation est un peu complexe. Par contre, sur certains territoires, il peut y avoir une réduction, en effet, du périmètre. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu dans certains territoires en Grande-Bretagne. On a vu aussi des surprises avec des territoires en crise, les shrinking cities, qui réduisent leur emprise et qui tout à coup retrouvent aussi des dynamiques, ne serait-ce que parce qu'elles ont pensé un projet d'avenir. Merci pour tout cet optimisme. Il y a une question importante sur les chevaux et la nourriture pour chiens et chats. Il faut que j'y réponde. Hein. En fait, il y avait beaucoup trop de chevaux, ils n'étaient plus utilisés et donc ils ont été abattus, et il y avait trop de viande de cheval disponible pour la consommation humaine. Donc, voilà, ça a été mis dans des boîtes. Là, il est bientôt midi, là, c'est le moment d'en parler. Mis dans des boîtes pour les chats et les chiens. Alors, question suivante. Comment es-tu perçu par les décideurs politiques quand tu remets en cause cette façon de faire qu'ils disent depuis un demi-siècle? Je pense qu'il y a 5 ans, moi j'ai monté ma boîte il y a 5 ans sur ce parti pris, de travailler que sur la ville existante et pas en étalement. Donc on me regardait assez gentiment, avec bienveillance, hein, mais voilà. Quand j'ai sorti le bouquin il y a 2 ans, il y avait déjà une vraie réceptivité, et puis je faisais déjà des conférences sur le sujet, etc. Donc c'était pas quelque chose de choquant. Et aujourd'hui, tout le monde l'écoute. Enfin, j'étais auditionné à l'Assemblée nationale, en commission permanente développement durable de l'Assemblée nationale il y a 3-4 semaines, par le cabinet d'Emmanuel Vargon. J'étais un webinaire pour le Conseil économique et social il y a quelques jours, auditionné par un des patrons des grosses boîtes de la construction, que je ne citerai pas, il y a quelques jours aussi, etc. Aujourd'hui, il y a plutôt clairement un accord sur le fait qu'on est dans l'impasse, clairement une envie de comprendre. Après, sur le passage à l'acte
et là, on verra. Hein. En tout cas, il y a une écoute très clairement. Il y a une écoute. Je ne veux pas juger derrière du passage à l'action parce que ça, j'attends des. Hein, c'est pas les mots d'amour, c'est preuve d'amour. Mais oui, non, clairement. Enfin, aujourd'hui, y compris des opérateurs purement économiques. Hein, comprennent qu'il y a un virage qui s'amorce, hein, et qu'il y a une nécessité d'adaptation et sans doute aussi une opportunité à anticiper ce virage-là. Ça change beaucoup de choses. Hein. Vous voyez bien que sur l'acte de construire, aujourd'hui, l'essentiel de l'économie est tiré par du béton banché, de la location de grues et de banches, etc., etc. Si demain on est plutôt sur la réinvention, si demain on vient plutôt limiter les déconstructions de façon à faire des grosses réhab, etc. Même ça touche même les équipements, hein, ça touche les savoir-faire, l'organisation des entreprises, etc. Donc c'est vraiment un virage qui peut être important et vraiment très significatif pour l'ensemble de la chaîne de production. Alors, une autre question qui est liée du coup à l'espace, puisque tu nous as dit que finalement l'espace bâti c'était faible dans l'espace urbain. Comment tu vois l'évolution des espaces de circulation, notamment de circulation des véhicules? Est-ce que ça doit jouer un rôle dans cette réutilisation de l'espace? Alors aujourd'hui, la question de la circulation, on est en train de parler globalement de la largeur de la rue. Hein, c'est une des seules choses qu'on ne sait pas bouger. Qu'on ne sait pas bouger dans la ville, c'est la largeur de l'espace public. Hein. C'est façade à façade, comme on disait pour les tramways. Après, là, on a beaucoup de liberté. C'est l'allocation de l'espace sur les différents modes sur la rue. Alors, il y a des virages qui sont prêts à Paris, ce qui est relativement facile. Hein. On a une dynamique démographique, une dynamique en termes de taux d'équipement dans une ville qui est déjà très dense, avec beaucoup d'alternatives comme Paris, hein, notamment avec le réseau de métro. Mais on voit aussi ça se développer, notamment avec les coronapistes ou autres. C'est à un moment se dire que pour des enjeux non pas d'équilibrage des modes, parce qu'on est encore très très largement favorable à la voiture, mais pour des enjeux d'efficacité du déplacement, hein, et de lutte contre la pollution de l'air aussi, hein, qui est associée. On a besoin de faire passer plus de vélos, plus d'autres choses que des voitures globalement, parce que la voiture est spatialement inefficace. Hein. Je ne parle pas d'un point de vue énergétique, hein, on déplace une tonne 250, hein, le poids de la voiture moyenne, pour déplacer en moyenne 1,2 personnes de 70 kg. Donc, vous voyez bien, on a un rapport de moins de 1 à 10. Hein, donc, on a 90-95% de l'énergie dépensée par la voiture qui sert à bouger la voiture et pas sa charge utile. Donc, on utilise pour des trajets de 3 km avec 1,2 personnes à bord, des véhicules qui sont taillés pour faire 800 km avec 5 personnes et des bagages. Donc, on a un truc qui ne fonctionne pas au niveau, qui est complètement aberrant au niveau énergétique. Donc, ça, on en parle beaucoup. Ce qu'on parle beaucoup moins, c'est la question spatiale. C'est-à-dire que la voiture prend beaucoup de place en soi par son emprise, mais aussi par les vitesses. Les vitesses qui sont utilisées et derrière les incertitudes, hein, vous savez, le conducteur humain, il conduit pas très très bien. Finalement, la voiture, c'est pas un truc très dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de le faire conduire par des humains. Et donc, on a une emprise qui est extrêmement importante. Globalement, on estime que une voiture, ça prend 150 mètres carrés à 50 km/h, ça prend 150 mètres carrés par passager transporté. Un vélo, un tramway, par exemple, c'est 7 mètres carrés par passager transporté. Donc, quand vous avez une rue, donc un espace public qui est de volume limité, de surface limitée, à un moment, vous êtes obligé, pour intensifier les mobilités, de choisir des modes de mobilité qui sont plus efficaces par rapport à ce qui est fixe, c'est-à-dire l'espace. Voilà. Et l'unité de la ville, c'est le mètre carré, c'est pas le kilowattheure. Donc, que la voiture, qu'elle soit autonome, électrique ou pas, quoi qu'il en soit, elle est inefficace au niveau spatial. Donc, on a besoin de faire passer plus de choses. Par contre, l'éléphant dans la pièce, c'est le parking. Le truc que personne ne veut regarder, c'est le parking. Le parking, il vient à la fois occuper de l'espace, non pas une place de parking par voiture, hein, mais
5, 6 places de parking, parce qu'il y a chez vous, mais il y a à votre bureau, il y a aux commerçants, au supermarché, à la salle de sport, au machin, au truc. Donc, on a une surface qui est occupée par les véhicules, mais simplement par les places de parking en attente de ces véhicules qui est absolument massive, qui n'est jamais optimisée parce que l'Armageddon urbain, c'est le fait de ne pas se trouver de place de parking. Donc, toute la ville est taillée pour qu'à aucun moment on soit confronté à cette fin du monde qui est le fait de ne pas pouvoir se garer. C'est un truc absolument inconcevable. Il y a Donald Shoup, pas son bouquin là, Donald Shoup qui est un chercheur américain de UCLA avec lequel j'ai eu la chance de travailler, qui dit le stationnement, c'est l'espace urbain le plus disputé juste après la bande de Gaza. Et c'est vrai, c'est un lieu de conflit, donc surtout on ne veut pas aborder le sujet. Or, le parking, à la fois, il prend de la place, donc c'est autant de place qu'on peut gagner, notamment pour amener du végétal, et rendre la ville habitable, tout simplement, pour amener d'autres flux. Mais aussi, aujourd'hui, la contrainte de stationnement vient contraindre la capacité à renouveler la ville sur elle-même. C'est-à-dire qu'on a des obligations liées à l'acte de construire. Vous savez, vous devez construire X places de parking. Et donc, conclusion, vous enterrez 20 000 euros par bagnole, par place de parking, en sous-sol. Donc, on vient mettre aujourd'hui, alors qu'on a des ressources limitées, qu'elles soient économiques ou en termes de matériaux et d'énergie, on vient mettre de l'énergie grise, des matériaux et du capital en sous-sol pour créer des places de stationnement dont on sait que dans 10, 20 ou 30 ans, elles ne serviront plus à rien, puisqu'on a déjà une baisse du taux d'équipement à Paris qui est extrêmement importante, mais qu'on va retrouver à Lyon, et pas que dans la ville de Lyon, à Lyon Métropole. On a une baisse ces 10 dernières années qui est significative, c'est-à-dire autant de voitures en moins à garer. Et pour autant, on continue d'avoir tout ça. Or, vous payez quand vous louez, vous n'avez pas une place, vous louez un appartement, vous n'avez pas une place de parking gratuite. Elle est dans le prix. C'est dans l'économie générale du système. Pire, en fait, votre appartement, il fait telle taille, une taille déterminée, parce qu'à un moment, les règles d'urbanisme ont imposé des effets de seuil qui font qu'on a fait un appartement en moins, qu'on a fait des appartements plus grands ou plus petits en fonction des effets de seuil du parking et des contraintes du sous-sol. Pire, quand vous allez en vélo au supermarché, en fait, vous payez dans votre paquet de pâtes le prix de la place de stationnement que vous n'occupez pas. Donc, on a un subventionnement généralisé des utilisateurs de voitures. Donc, la proposition de Donald Trump, c'est de dire on oublie tout ça, plus d'obligations liées à l'acte de construire. Par contre, liberté aux opérateurs de dire il y a un marché pour faire dormir des gens, il y a aussi un autre marché pour faire dormir des voitures. Mais ça, on est libre, soit de le mettre en sous-sol, par exemple, juste sous un logement, soit de le mettre de l'autre côté de la rue, dans un bâtiment de bureau qui ne sert pas pendant le soir, soit le mettre sur la place de parking du supermarché, etc. En tout cas, de s'organiser différemment pour répondre à cet autre besoin. Mais l'utilisateur de la voiture doit payer le parking. Il y a une forme de logique évidente, mais aujourd'hui qui n'est absolument pas appliquée. Donc là, on a un élément qui est extrêmement, extrêmement important, à la fois parce que c'est de la place, d'ores et déjà au sol. C'est un élément critique dans la capacité de reconstruire la ville, mais aussi c'est un élément durable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient construire des espaces de stationnement qui ne sont pas évolutifs, parce qu'on ne va pas faire du champignon de Paris partout en France, dans les sous-sols des copropriétés. C'est pas vrai. Donc, on vient créer des espaces qui, par nature, ne pourront pas servir à autre chose qu'à stocker de la bagnole, y compris le jour où on en aura moins besoin. Et on ne connaît pas l'horizon, très bien, mais on sait que cet horizon, il est clair, une baisse du taux d'équipement. Donc oui, non, c'est un vrai sujet. Et alors, quels sont aujourd'hui des exemples de pays ou de villes qui sont avancés dans ces nouveaux modèles urbains en réflexion? En fait, il y en a plein. Après, personne n'est parfait, et je pense qu'il faut qu'on arrête de chercher l'exemple parfait. Nous, on travaille autour du thème et là, on lance un programme de recherche sur 2 ans pour suivre les pionniers, comme on l'a fait. La moitié du bouquin est dédié à ça, des exemples qui ne sont pas en soi des bons exemples, qui sont des exemples de gens qui font. Donc, c'est en général, puisqu'on les a vus plutôt bien, sinon on ne les aurait pas mis dans le bouquin, mais c'est bien pour leur contexte, pour leurs besoins propres sur leur territoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est les erreurs qu'ils font, c'est les impasses qu'ils ont pris, etc., de façon à ce que les autres apprennent. Donc nous, on part du principe que il y a beaucoup de gens qui testent des choses et qu'il faut apprendre de ça. Et donc, pendant 2 ans, on va suivre les pionniers
pour voir ceux qui, dans ces différentes boucles, ce qu'ils font et ce qui est réplicable ailleurs. Donc, il y a des exemples un petit peu partout. On a des régions italiennes, par exemple, qui, à des échelles régionales, donc mettons un peu nos échelles de Scott, grand territoire, ont acté de façon absolument claire et définitive, sans ambiguïté, qu'on consomme plus de foncier agricole. Parce qu'on est sur un territoire sur lequel la production agricole est importante, elle est importante économiquement, il faut la préserver, mais aussi des territoires sur lesquels il y a un passé, notamment un passé industriel, et donc suffisamment d'espace à mobiliser avant de venir conquérir du foncier agricole, à charge ensuite pour les collectivités de mettre ça en œuvre, pour les villes elles-mêmes de mettre ça en œuvre, chacune à leur niveau. Et donc on voit bien que dans un grand territoire, il y a à la fois pousser l'usage agricole, éviter qu'il dépérisse d'un côté, et de l'autre côté, pousser le recyclage des friches, des friches urbaines. Il y a un travail, il y avait une question sur la réhabilitation des friches. Je minimise pas du tout la question des friches industrielles. Je travaille depuis 15 ans sur ces questions-là. Simplement que c'est un sujet qui est déjà relativement maîtrisé. Et qu'aujourd'hui, on sait travailler sur des friches industrielles. Les établissements publics fonciers, notamment du Nord, de la Lorraine, la Normandie, ont été créés pour ça. Donc, on a des processus connus. En termes de savoir-faire, on avance quand même plutôt bien sur les questions de dépollution des sols. Il y a encore beaucoup de questions, c'est loin d'être acquis et gagné. Ce que je reproche dans notre vision, c'est que dès qu'on parle de recyclage, dès qu'on parle de travailler la ville sur la ville, on est focalisé sur la friche et la friche industrielle, alors qu'aujourd'hui, on a le futur des friches, que sont notamment les friches commerciales, mais d'autres aussi. On a ces espaces en friche qu'on ne veut pas voir, que sont ces immenses parkings qui sont jamais pleins, qui sont aussi des espaces quelque part sous-utilisés en friche. On a des délaissés routiers, etc., etc. Ce que je reproche aux friches industrielles, c'est une seule chose, c'est de focaliser l'attention de chacun, alors qu'il y a énormément d'autres sujets et d'autres secteurs à potentiel dans la ville. Donc des exemples, il y en a partout. Il y a des territoires aujourd'hui qui s'organisent pour avoir des sites de recyclage des matières. Ça, on parlera sans doute mieux que moi, avec des choses extrêmement complexes en termes de bilan, de bilan de tout ça, et on voit bien que ça nécessite des niveaux de collaboration qui sont pas du tout simples. On a finalement plein de pionniers nécessairement dans vos territoires qui aujourd'hui donnent un petit peu plus d'usage à un bâtiment, vont penser un bâtiment neuf un petit peu différemment, vont en tout cas arrêter d'injurier l'avenir en construisant aujourd'hui des choses qui demain seront plus utiles. Donc beaucoup d'exemples un peu partout. Tout le monde a les friches commerciales à l'esprit. Je te laisse répondre. Ouais, écoutez, non, moi je suis pas d'accord. Tout le monde ne l'a pas. Aujourd'hui, en termes de décision, quand on voit les réactions simplement qui ont été posées par rapport au moratoire sur la construction de zones commerciales, je suis désolé, la prise de conscience, elle est pas générale. Attention, il y a 2-3 ans, on construisait plus de mètres carrés de secteurs commerciaux que pendant les 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'on a une dissociation complète entre d'un côté la consommation et de l'autre côté la génération de mètres carrés, et qu'on a encore aujourd'hui des actions de revitalisation de cœur de bourg, des actions financées éventuellement par l'État, etc., alors qu'on a des projets de zones commerciales en périphérie proche. Donc non, aujourd'hui, la prise de conscience, elle est loin d'être évidente. On a en effet des grandes anciennes qui réalisent tout ça, mais qui sont loin de travailler sur le recyclage de tout ça, avec toutes les questions que ça va poser au territoire. C'est-à-dire qu'on va avoir des zones de périphérie commerciale en crise sur lesquelles les opérateurs vont proposer très légitimement de venir, par exemple, rajouter du bureau, rajouter du logement et finalement créer des centres-villes. Et on va créer des pôles attractifs alternatifs. Et une fois de plus contre les centres-villes. Donc il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir où est-ce qu'on veut développer, et notamment à un moment acté que dans un certain nombre de territoires, on va avoir une obsolescence complète de ces sols-là, qui ont vocation à revenir à la nature et éventuellement à un usage agricole. Moi, je suis très attentif à la cohérence entre le propos et l'action. On a aujourd'hui beaucoup de maires qui votent, qui décident des arrêtés permettant aux petits commerçants d'ouvrir, qui sont les mêmes. Alors,
qu'ils en aient le droit ou pas, peu importe. En l'occurrence, c'est pas de leur fait, hein. C'est pas leur compétence, mais qui sont les mêmes qui ont voté des extensions de zones commerciales ou des créations de zones commerciales en proche périphérie. Donc c'est ça, hein, la clé aujourd'hui du développement des secteurs. Donc, soyons cohérents. La cohérence, c'est pas le quotidien aujourd'hui des politiques urbaines, notamment parce qu'elles sont souvent pas traitées à la bonne échelle. Merci. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Il y a une nouvelle. Vous connaissez les difficultés financières des grands groupes. Ils savent très bien qu'ils auront des terrains à recycler, les élus aussi. Donc, finalement, on a l'impression que tout le monde a conscience du problème. Mais comme tu le dis, il n'y a pas encore… Un peu tardivement. Est-ce que finalement, ce n'est pas un problème de façon de fonctionner, comme tu disais, le fait qu'on industrialise, on a réduit les communications, on a rendu les choses efficaces et divisé les responsabilités. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi changer ça et intensifier finalement les communications un peu dans tous les sens autour de ces projets-là, et puis avec la difficulté d'avoir une vision finalement cohérente, parce que plus il y a d'acteurs et plus ils communiquent, finalement c'est peut-être plus difficile aussi d'imposer quelque part une vision. Qui peut le faire? Comment ça peut se passer? En tout cas, d'avoir des visions cohérentes et de ne pas réagir à un instant T. Mais typiquement, la question… Donc, j'ai mis un lien vers un article qui résume ces questions-là, et je vous invite notamment à aller lire un document de Fédération nationale des SCOT sur la question commerciale, qui est extrêmement intéressant, qui ira beaucoup plus loin. La question du commerce, c'est un très bon exemple des politiques publiques traitées en silo, c'est-à-dire y compris, on a géré les autorisations à construire dans le cadre des CDAC. Donc, on a créé un cadre réglementaire autonome, complètement séparé de toutes les autres questions urbaines, sur lequel on a fait venir un certain nombre d'acteurs, dont une partie était particulièrement intéressée à la création de toujours plus de foncier. On a tenté de réguler ce truc-là jusqu'à arriver à la fin à envoyer une circulaire au préfet en leur disant globalement vous bloquez tout avec un moratoire parce que c'est le bazar et sinon on n'y arrive pas. Alors qu'en face, on a conscience depuis plusieurs années d'une crise, y compris des opérateurs économiques. Donc même les opérateurs économiques continuent finalement continuer d'avancer. C'est l'exemple typique d'une politique en silo qui n'est pas traitée de façon à la fois à la bonne échelle, à une échelle territoriale plus large, mais aussi en relation avec les autres problématiques. Typiquement, aujourd'hui, on a une politique qui n'est pas traitée, qui est la question du développement des surfaces logistiques. Et il n'y a pas que Amazon du tout dans la question. On a une explosion aujourd'hui des surfaces logistiques qui passent sous les radars parce que ça rentre aujourd'hui dans des zones d'activité. C'est une des activités, des zones d'activité quelque part. Or, ça a on est sur des géographies qui sont sur des mailles bien supérieures à la maille de la commune concernée, voire même de la communauté de communes, de l'EPCI concernée. Et ça nécessite aujourd'hui, au vu du foncier consommé, des modes de régulation. Ne serait-ce que, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, la question c'est est-ce que c'est ça qui doit consommer du foncier agricole de façon massive? Et est-ce qu'éventuellement ça peut pas être un usage qui vient en recyclage de zones commerciales, ou en tout cas de certaines, donc un nouvel usage pour ces zones-là. En tout cas, pensez ça dans une vision globale. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des maires locaux qui disent oui, mais moi, ça crée de l'emploi chez moi. Très bien, ça en crée chez vous. Ça consomme aussi du foncier agricole dont on a besoin pour vivre. Et quels sont les effets induits sur l'emploi ailleurs? Donc, avoir une réflexion systémique là-dessus. Moi, j'appelle à ce que ce soit un volet spécifique, notamment à l'échelle des SCOT, ce qui me semble être la seule maille territoriale cohérente sur ces enjeux-là, mais qu'on le traite de façon spécifique dans le cadre de documents qui ne soient pas dédiés uniquement à ça, mais qu'on ait un volet spécifique dans le cadre du SCOT, donc un document qui est vraiment un document prospectif qui est transdisciplinaire par nature. Merci infiniment Sylvain. Il est 12h05, il y a encore beaucoup de questions. On va devoir arrêter le webinaire. Mais je pense que Sylvain, tu restes disponible éventuellement pour des échanges avec les participants.
Donc, si... Je mets mon mail sur le chat. Là. Et donc, merci beaucoup. Merci à vous. Ces échanges. Merci Sylvain. Merci aux participants pour tous ces échanges, pour toutes leurs questions. Et, voilà, un programme de lecture pour le confinement. N'hésitez pas à mettre des réactions ici sur la vidéo. Je laisse quelques minutes pour éventuellement vos réactions. On va couper l'enregistrement ensuite. Merci beaucoup. Et merci à vous. Tout le monde pour le prochain webinaire lundi prochain. À bientôt. Ce sera Pierre-Olivier, je te laisse préciser qui sera notre prochain intervenant, le temps qu'on voit les réactions de chacun. Pierre-Olivier, es-tu là? Alors, du coup, c'est moi qui vais… Le prochain voilà. Intervenant, c'est… Si, je suis bien là. Donc, le prochain intervenant, c'est Jean-Baptiste Fressoz, c'est un historien. Et on peut rebondir sur l'exposé qu'a eu Sylvain, parce qu'au début, il a bien montré qu'il y avait toute une histoire sur le lien sur l'environnement, en fait. Et donc, Jean-Baptiste va repartir, va avoir plutôt une perspective historique sur les liens entre l'environnement et la société, et montrer que l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui date d'il y a 5 ans. Ces préoccupations sont nées en même temps que la société industrielle naissait. Et donc, ça va être intéressant d'avoir aussi ces perspectives historiques sur ce point de vue. Voilà. Donc, ça sera la semaine prochaine, sur le même format. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, bon deuxième confinement. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça enrichissait un peu et l'isolement de chacun, ça permet d'échanger et de réfléchir pendant cette période un peu particulière. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.